Hey, nous sommes en direct déjà, c'est incroyable. L'automatisation a des avantages, mais provoque aussi des surprises. Est-ce que tu as terminé la Ouf! tâche? Écoute, je peux discuter pendant ce temps-là, je peux tenter lentement mais sûrement de faire la présentation de l'émission. Je sais que tu as maintenant des tâches importantes dans un quotidien On va en québécois parler. d'envergure et je Écoute, suis très fier de toi. merci. Hein? Je vais. On est en direct, mon cher ami. C'est drôle, c'est Oh! vraiment la première fois que Facebook marche plus et mieux que prévu. Donc, D'habitude, OK, ça marche moins bien. concentre-toi à terminer ton texte. Concentre-toi à terminer ton texte. Je vais faire la présentation lentement mais sûrement. Donc, Non, on je est bon, vas-y. suis, Puis je suis ce là. qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une balado bien tassée aujourd'hui. Ça va être fantastique. Donc, je suis Pascal Forgette et je co-anime avec Alain McKenna, mon collègue qui est là, la balado-diffusion vidéo et audio, une tasse de tech. Est-ce que c'est terminé, Alain? Non, il faut On que tu fait sois. commencer, Pascal. Ce n'est que le Non, 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 mais début, je veux dire, n'est-ce est-ce pas? que Mais tu as moi, j'ai terminé ton terminé. Oui, je suis texte ou avec tu... toi à 100%. Inquiète-toi pas, il n'y a Donc, pas de voilà, problème. c'est ce que je voulais voir. Et donc, nous sommes à la balado Une tasse de tech. Alain terminait un article des dernières minutes et l'automatisation a fait que nous sommes en direct légèrement plus tôt que nous avions prévu. Aujourd'hui à Honnêtement, l'émission, la première fois que quelque chose qui va fonctionner comme il faut fonctionne comme prévu, et malheureusement, c'est la fois où il n'aurait pas fallu. C'est un peu ironique. le rideau de douche s'est ouvert au mauvais moment. Euh, Exact. Ciel. En tout cas. Excuse-moi, va au- continuer, Pascal, si tu veux nous présenter ce qui se passe aujourd'hui. On a un bon show quand même. On a une excellente émission aujourd'hui avec notre partenaire C23 qui permet de diffuser le podcast un peu partout dans 23 chaînes du groupe Cogeco. On a aussi Oui. godaddy.ca qui nous permet de diffuser ce podcast avec plaisir. Euh, on parle aujourd'hui de données personnelles avec ce qui était la régie Écoute. du logement. Écoute, c'est un peu pour ça que j'ai de la broue dans le toupette. Anciennement connu comme la Régie du logement du Québec, c'est le tribunal administratif du logement du Québec. J'ai écrit un truc là-dessus ce matin parce que quelqu'un portait à mon attention le fait qu'ils hébergent. Et ça, les amis, si vous travaillez dans un organisme public ou privé puis que vous gérez des sites web, prenez des notes. L'organisme en question, le tribunal, en fait, respecte la loi en faisant ce qu'ils font. Ils publient, ils mettent sur leur site web des données privées, personnelles, en fait, de bien des gens, adresses, numéro de téléphone, tout ça. Puis ça peut être téléchargé librement et en lot facilement. Donc, une personne mal intentionnée peut créer a tout ce qu'il faut là pour faire du vol d'identité, du hameçonnage, et c'est super dangereux. Malheureusement, au gouvernement, on dit ben nous, on respecte l'esprit de la loi, mais ils ne se rendent pas compte du danger que ça représente. Et là, ce matin, ils ont réagi, ils ont bloqué l'accès à ce site-là le temps de mettre en place des mesures de sécurité. Oui. Mais c'est fou. Je veux dire, c'est correct, là, tout le monde, je veux dire, fait ce qu'il a à faire, mais je pense qu'il y a une situation là où on voit que la loi est dépassée par la réalité. La loi, en principe, a été faite à une époque où il fallait aller voir les gens en personne pour demander des dossiers en lien avec des cas, que ce soit juridiques ou peu importe, parce qu'en fait, ça s'applique aussi pour les cas de la Cour du Québec, la Cour supérieure, des choses comme ça. Et là, finalement, il a fallu vraiment aller loin et creuser pour faire réaliser à ces gens-là que la technologie rend cette loi-là un peu incomplète. Ouais. Et là, Allez j'imagine savoir. qu'il y a des développements là-dessus, parce que c'est toi qui as sorti l'histoire Ça va être, dans le oui, c'était ce matin dans le devoir. devoir. Vous irez lire. Ça va se continuer cet après-midi. J'ai un suivi à faire. Je suis en train de finir là-dessus, de finir ça tout à l'heure. Ça va être en C'est ligne ça. très Tu bientôt. es dans le feu de Suivez ça. l'actualité, puis on risque d'entendre parler un peu partout dans le monde. Donc, félicitations. Est-ce que tu peux glisser un mot sur ton nouveau poste au devoir? Je pense que c'est super intéressant et je pense qu'on ne l'a pas Tu mentionné la semaine dernière. veux qu'on parle de moi? J'ai commencé il y a Ben, 2 semaines à être. Oui, en fait, après, écoute, j'avais fait le tour des médias montréalais jusqu'à ce que. J'ai commencé à écrire en 2002 au devoir pour 2 ans. Pour ça, je suis allé travailler ailleurs. Puis je suis de retour au devoir. Donc, je suis journaliste pour le devoir, pour la section économie, sur ce qui touche, vous savez, ce que je fais depuis toujours, en business, techno, au sens très large du terme. Vous pouvez venir me lire, ça va me faire plaisir de voir qu'il y a une super belle approche, je veux dire, un modèle d'affaires, même pour un média qui est assez intéressant et qui est aussi une super belle vitrine. Donc, je suis très fier, très heureux, et puis j'espère que ça va se traduire par des. On va faire bouger les choses, n'est-ce pas? écoute, ça commence bien, là. Si l'ancienne régie du logement au nouveau nom absolument Ouais. Ah non, puis c'est pas impro- fini. J'ai une petite bombe, une deuxième petite bombe qui va s'ajouter à ça Ouh. dans les Donc, on prochaines. attend un scoop. On n'en parle pas à une tasse de tech.
Ben, faut que je la confirme premièrement, puis après ça, on en reparlera effectivement. Oh, ça va être du Yes. gros, du gros, du lourd, du lourd. Moi, je voulais glisser un mot tout simplement sur le retour du CS en personne. Oui. Le Consumer... Non, ce n'est pas le Consumer Electronic Show depuis un long moment. Je le mentionne parce que souvent, on a tendance à dire le CS, le Consumer Electronic Show. Ce n'est plus le Consumer Electronic Show depuis un grand moment. Il va avoir lieu du 5 au 8 janvier avec des présentations, des dévoilements pour les médias à partir du 3 janvier. Ça se veut un événement en personne et virtuel, donc j'espère que ça va être plus intéressant que celui de cette année. Bien hâte de voir si les gens vont avoir envie d'y retourner. Bien hâte de voir s'il va y avoir autant de gens qu'avant, si ça va être autant l'événement. Et ça risque d'être le premier événement techno en personne Ça fait depuis longtemps, le là. Ça début de fait la pandémie. 2 ans maintenant. Ça va être Oui, l'année passée, il n'y en a pas eu. Donc, la dernière fois, on est allé, c'était en 2019. exactement. Donc, ça C'est pourrait ça que je être dis? Non, le c'est au début retour. 2020. Fait que ça fait 1 an et c'est ça. Ah, mon Dieu, ça fait vraiment. Hein, comment le temps est élastique. On a l'impression que ça Et là, fait. je pense aux entreprises, ceux qui nous écoutent, est-ce que vous comptez y aller? Est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Mais là, évidemment, avec toutes les contraintes, les incertitudes, c'est difficile de planifier sa Ouais, présence quelques mois à l'avance. Je suis bien hâte de voir ce que ça va donner. c'est Ça à m'a suivre, surpris et c'est à surveiller. Est-ce que le effectivement. CES va être le retour des événements techno en personne en On 2022? va faire une tasse de tech en direct de Vegas en janvier si on peut. On a maintenant les actualités de la semaine qui sont présentées par Info. Non, ça c'est le non. Si on est Oui, rendu à oui, oui, l'entrevue de la t'es bien semaine, parti, t'es bien même pas. parti. Je suis tellement rapide. T'es Je suis efficace. comme Puis c'est correct parce qu'on est en retard. Donc, allons-y tout simplement avec Huawei qui tente un retour avec Oui, ah, les ben c'est ça. Ben, je FreeBuds pense que tu les as 4i. dans les mains. Huawei a annoncé, en fait, cette nuit, là, pas plus tard que minuit pile poil, qu'ils lançaient au Canada et ailleurs dans le monde les FreeBuds 4i, qui sont des écouteurs Bluetooth. Huawei, on le sait, ils sont un petit peu coincés entre deux mauvaises situations au niveau de Entre... l'équipement 5G, au niveau de tout ça, qui rend les choses compliquées pour eux. Et leurs téléphones aussi n'ont plus le système Android, donc ça les rend un peu. Excuse-moi, ils n'ont plus le système Android de Google, parce qu'ils ont quand même Android, mais bon, bref. les applications Google, Exactement. les Les services services de Google. Google Play, disons-le comme ça. Puis, longue histoire courte, ça fait qu'ils sont un petit peu peinturés dans le coin, mais là, ils préparent une certaine offensive et ça commence avec ces nouveaux écouteurs-là, qui sont des écouteurs Bluetooth, un peu comme les AirPods, là, Oui, offerts en 3 couleurs dans ce cas-ci. 130 en fait, 130 des écouteurs qui ont une insonorisation active, donc il y a un petit système avec des micros qui bloquent le son. Il y a un petit haut-parleur de 1 centimètre de diamètre, ce qui a l'air tout à fait niaiseux, mais c'est vraiment dans ce format-là assez exceptionnel. Ça fait un son quand même assez correct. oui. Et ils ont surtout 10 heures d'autonomie par charge. Ça, c'est pas 10 heures 4 fois branché ou 4 fois rechargé dans l'étui, c'est vraiment 10 heures tout seul. Et l'étui offre un peu plus que le double d'autonomie à 22 heures, je pense, pour l'utilisation complète. Oui. Donc, c'est vraiment un chouette appareil. Ça confirme ce que j'ai toujours pensé de Huawei. Ils font du super bon hardware, du matériel tout à fait correct. Oui. Si seulement ils arrivaient à se défaire de cette situation où ils ont, parce qu'ils ont fait des mauvaises choses dans le passé en termes de respect de la propriété intellectuelle, notamment avec Nortel. Donc, s'ils pouvaient faire mea culpa puis resserrer un peu leur façon de faire, ce serait déjà une bonne chose. Des écouteurs à Exactement. 130 de ce calibre-là, c'est quand même pas mauvais du tout. Là. On va en reparler, on va faire une critique plus complète la semaine prochaine. Yes! Mais mes premières impressions pour ceux qui voudraient les essayer au prix qui sont très intéressants. C'est surtout ça, ouais, effectivement. Bien de confirmer ça au cours des prochains jours. Il y a eu du nouveau chez Samsung aussi. Oui, le Galaxy le plus puissant qu'on avait teasé la semaine dernière, finalement, ben, c'est des ordinateurs portables. Samsung, c'est pas la première tentative qu'ils font dans le domaine des ordinateurs portables, mais là, ils vont assez fort avec le Galaxy Book Pro. Le Galaxy Book Pro 360, c'est un 2 en 1 dont l'écran pivote complètement pour le transformer en tablette si on le désire. Le Galaxy Book, un modèle de 15,6 pouces, processeur Core i3 à partir de 859 un prix qui risque de faire mal. Et le Galaxy Book Odyssey qui va être lancé un peu plus tard, qui est un modèle pensé pour les gamers, qui va être lancé en août. Donc, ça va être en plein pour la rentrée scolaire, pour les devoirs des étudiants qui, évidemment, vont jouer à des jeux vidéo. Ce qui est remarquable, c'est que, évidemment, c'est un produit, le Galaxy Book Pro veut concurrencer le MacBook Pro. C'est dans le nom, on ne s'en cache pas. Il est très mince et il est très léger. J'avoue que j'ai hâte de l'avoir en main
C'est assez surprenant. Il fait 11,2 mm d'épaisseur et pèse 0,87 kg. C'est 4 mm de moins que le MacBook Pro M1 de 13 pouces, le tout dernier, et presque plus d'un demi-kilo de moins, 600 grammes de moins que le MacBook Pro M1. Donc, très mince, très léger, assez mince pour être remarquable. Un demi-centimètre, c'est quand même, on le ressent, c'est pas le demi-millimètre qui mettent parfois de l'avant pour dire que notre ordinateur est plus mince. L'écran tactile, un autre différenciateur important, il est AMOLED. Donc, ce n'est pas des Dell standards, c'est le même écran que les téléphones Samsung et les tout derniers iPhones. Ça, j'ai très, très hâte de voir ça parce que ça va faire un très belle qualité d'image. L'écran AMOLED, c'est vraiment une belle technologie d'écran. C'est offert en 13 pouces, 15 pouces et 17 heures d'autonomie. Malgré le fait qu'il est très mince, on est en dessous du 20 heures des MacBook M1, mais 17 heures, c'est quand même assez respectable. Et le prix de départ du MacBook Pro, le Galaxy Book Pro, il ne faut pas se tromper, mais c'est tellement similaire. Le Galaxy Book Pro de 13,3 pouces, c'est 1 470 $. Donc, on est en bas du MacBook Pro de base. Il faut jouer la carte du prix, c'est sûr, parce que c'est ça. Fait que là, on a tous les éléments pour un ordinateur qui risque de bien fonctionner pour Samsung. Plus mince, plus léger. Est-ce que la performance va être à la hauteur avec le processeur M1? Apple a un avantage. C'est quand même le dernier processeur d'Intel et un prix qui est réduit. Normalement, à prix égal, c'est sûr que tu vas avoir tendance à pencher pour un MacBook, mais à prix inférieur pour un ordinateur qui me semble très, très, très intéressant. J'ai hâte d'avoir un. Au niveau portable d'affaires aussi, le processeur d'Apple n'est pas compatible avec toutes les applications que les gens utilisent. Fait que c'est un peu un frein aussi. Exactement. Puis la connectique est assez complète sur le modèle de 15 pouces. Tu as même un port HDMI, donc ça facilite le branchement. C'est fou parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un nouveau téléphone, un téléphone pliable. Je m'attendais à un téléphone plus costaud. Là, je vois des portables. Et je pense que le modèle, juste le Galaxy Book tout court, au prix qu'il est, risque d'être extrêmement intéressant pour les étudiants, avec un écran tactile très joli, très mince, très léger. Un beau retour de Samsung dans ce créneau-là, oui, absolument. C'est un beau retour de Samsung dans ce créneau-là. Yes. Il y a du nouveau aussi du côté d'Uber, imagine-toi donc. Oui, ça, c'est assez. N'attendiez pas celle-là, mais j'ai assisté hier à une conférence parce qu'ils ont présenté 6 nouvelles fonctions qui vont être intégrées au fil des prochains mois dans l'application Uber. Pas toutes nécessairement au Canada, mais ça commence aux États-Unis, entre autres, avec une fonction de prise de rendez-vous et de service de voiturage vers une clinique d'une pharmacie Walgreens aux États-Unis pour se faire vacciner. Donc, il y a vraiment une certaine notion là on veut accélérer le passage de la crise de COVID parce que Uber, en fait, a vraiment très, très hâte de sortir de la crise de COVID. Les autres nouveautés concernent surtout les services qui vont être utiles après. Ça inclut la prise de... On peut réserver une voiture Uber avec chauffeur 30 jours d'avance si on va à l'étranger, par exemple. Donc, si on va aux États-Unis, dans une ville quelconque, on pourrait dire d'avance « Hey, j'arrive à telle heure, telle place, dans telle date », et se réserver une voiture. Il va aussi avoir la possibilité de louer une voiture en partenariat avec Avis, Hertz, les grandes agences, à même l'application, qui est un autre truc. Et puis, il y a des services aussi qu'on va avoir ici aussi qui permettent de commander d'avance avec Uber Eats. Donc, de vraiment dire, par exemple, justement, je suis dans l'avion ou avant de prendre l'avion, je reviens à la maison. Est-ce que vous pouvez ce soir ou demain soir me livrer mon repas qui est tatata? Clairement, on a une volonté, en tout cas, vraiment de faire un petit peu plus, de pousser un peu plus loin parce que là, évidemment, tout le monde se chicane dans ce créneau-là. Il y a Skip the Dishes, il y a DoorDash. Donc, Uber Eats essaie de se positionner. Puis Uber aussi est challengé par plein de services. Donc, il y a clairement une volonté d'aller chercher, d'offrir un petit peu plus à ce niveau-là aussi. La location de voiture m'étonne un peu. Il me semble que la meilleure option aurait été d'aller du côté de Turo, qui est plus du car sharing, du partage de voitures, un peu à la Bixi, par exemple. Mais bon,
c'est pas moi qui décide, c'est Uber. Donc, à suivre, si vous êtes un grand utilisateur, il y a peut-être des fonctions là-dedans qui valent la peine. Mais l'idée d'avoir sa voiture de location qui arrive devant chez soi, on la prend et on la rapporte, je trouve ça très chouette parce que les quelques fois où j'ai loué des voitures, je trouvais ça embêtant de se pointer au salon au point de location, d'avoir à remplir plein de formulaires, d'avoir à attendre, d'avoir à attendre les clients précédents. Donc, le fait d'attendre calmement chez soi que notre voiture de location arrive, ça peut simplifier grandement quand on part en vacances, quand on a besoin d'une voiture pour road trip ou quelque chose. Ouais. Ou son auto, tout simplement, on a un problème avec notre voiture, on a besoin d'une voiture de location. J'aime beaucoup cette idée-là. À défaut de pouvoir rendre la voiture plus intelligente et rendre le service autour plus simple, c'est pas mauvais non plus. Parce que non plus, du côté des voitures intelligentes, et là, je fais un lien. Ben oui. Ça se complique, les voitures autonomes. Hein? Tesla est en train de dire « Ouais, finalement, notre voiture n'est peut-être pas aussi autonome que ça. » Et ça, c'est le genre de déclaration qui me surprend énormément. Évidemment, c'est peut-être juste une manœuvre de relations publiques parce qu'il y a eu un accident mortel impliquant une Tesla la semaine dernière, si je ne m'abuse, où on soupçonnait qu'il n'y avait personne derrière le volant. L'accident s'est produit dans des circonstances un peu nébuleuses. Dans un document présenté à la Securities and Exchange Commission, Tesla dit que finalement, on travaille là-dessus, mais on ne peut pas garantir qu'on va offrir un jour, à un moment donné, des voitures qui vont être entièrement autonomes. Le langage est très juridico assez vague. Assez vague, mais grosso modo, on dit finalement, on est là-dessus, mais ça se peut que non. Et ça, je me demande si les tweets d'Elon Musk ont tendance à faire baisser le cours de l'action. Il me semble qu'une déclaration semblable, quand on sait que le Graal de Tesla, c'est d'offrir ce qu'on met de l'avant depuis le début, c'est d'offrir une conduite entièrement autonome, ou du moins, c'est ce qu'on laisse miroiter, de dire que finalement, on n'est plus sûr en 2021, alors qu'on en parle depuis plus de 10 ans, qu'on nous annonce que c'est dans 5 ans, c'est dans 5 ans, c'est dans 5 ans, que là, finalement, on n'est plus sûr. Très troublant. Effectivement. À mon avis, il devrait rebaptiser le système autopilote par un autre truc qui dit que ce n'est pas un pilote automatique. Puis ça réglerait une grosse partie du problème parce que la confusion vient du marketing autour de la technologie. C'est ça. Puis on devrait parler peut-être d'assistance à la conduite. Je pense que c'est plus juste. Mais de se dire que le rêve de l'auto autonome ne verra peut-être jamais le jour. En tout cas, pas comme c'est présenté en ce moment, pas dans les prochaines 5 années, disons-le comme ça. En tout cas, merci Pascal. On va passer à notre segment d'entrevue, si ça ne te dérange pas. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Si vous avez envie de créer un site web, d'en faire un nouveau, d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être votre site web, essayez, c'est gratuit, c'est WYSIWYG, super simple, site transactionnel, et ça permet de mettre son entreprise sur le web de façon extrêmement simple. GoDaddy.ca, allez-y, courez. C'est grâce à eux qu'on est là. Merci. On reçoit aujourd'hui Nicolas Goutaudier, qui est le cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Ting. Ting, en fait, permet de financer un peu à la façon d'un Kickstarter des projets de vie. Et le meilleur exemple, c'est de dire j'ai besoin d'argent pour financer mon mariage ou pour créer j'imagine, l'équivalent moderne d'une liste de cadeaux. Là, il y a un terme pour ça, j'oublie tout le temps, un trousseau, je pense que je ne me peu importe. Trousseau? Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais c'est quoi un trousseau? C'est ça ou c'est pour un bébé? Je ne sais plus exactement. Là, ça dépasse l'expertise d'un kilomètre. Trousseau de mariage, on fait tout ça depuis des années. Mais bon, la plateforme, quand même, vient d'annoncer qu'elle a collecté, depuis qu'elle a été fondée, ça n'y a pas tellement longtemps, 1 million de dollars pour aider des gens, justement, à réaliser des projets de vie comme celui-là. Et je trouve que c'est une super belle initiative. Donc, Nicolas est avec nous pour en parler. Salut, Nicolas. Bonjour, merci Alain. Explique moins maladroitement que moi ce que vous faites exactement, s'il te plaît. Oui, non, mais c'était très bien résumé. Hein. Tu as fait un très bon boulot. Non, en gros, c'est une plateforme qui permet de collecter de l'argent pour toutes les occasions de la vie, de façon simple, facile et sécuritaire. Donc après, on peut rentrer dans les détails. Donne-moi des exemples, parce que là, je disais pour un mariage, par exemple, est-ce qu'on dit, moi, je veux me marier, j'ai besoin de 10 000 $, puis là, n'importe qui peut nous donner de l'argent? Tout à fait. En gros, l'idée, c'est de lancer vraiment une cagnotte pour collecter de l'argent. Donc, pour un mariage, par exemple, l'organisateur a besoin de fonds pour organiser son mariage, va inviter tous ses amis de façon très simple. En 2 minutes, on lance une cagnotte en ligne où on peut aussi dire le terme de pot commun. Et après, on invite un maximum de personnes. Les gens contribuent. Ça prend 30 secondes pour contribuer. Et après,
on récupère l'argent et on en fait, voilà, et après on organise notre mariage. Donc, ça mise beaucoup sur la générosité, l'altruisme des gens. C'est pas un truc où je précommande, où je préachète, où j'ai quelque chose en retour. C'est vraiment, je veux aider quelqu'un, je vais sur votre plateforme et je peux aider des gens. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. On est là pour, on est un facilitateur pour justement aider à collecter facilement. Notre thématique, c'est vraiment le cadeau commun. Donc, ça peut être pour des anniversaires, c'est même beaucoup pour des anniversaires aujourd'hui. La plateforme a 2 ans. Effectivement, on a atteint le million de dollars collectés en janvier. Bon, maintenant, on est à bien plus que ça. On a plus de 30 000 utilisateurs qui utilisent nos services de façon régulière. Donc, beaucoup au Québec et au Canada. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est que c'est à peu près 70% des cagnottes lancées sur la plateforme sont pour des anniversaires. Après, il y a énormément pour des cagnottes de baby shower, on peut appeler ça fête prénatale, pour des naissances, pour des pots de départ en entreprise. On a énormément de collectes de fonds qui sont lancées pour ça. Et les mariages aussi de plus en plus. Alors là, depuis 2 ans avec la pandémie, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une thématique qu'on a de moins en moins, mais qui va forcément revenir. Et j'oublie pas toute la partie. Tout à l'heure, tu parlais de Kickstarter, qui est du sociofinancement. Et là, on a de plus en plus de cagnottes lancées pour, nous on appelle ça des cagnottes d'entraide, de solidarité, des gens malades, des gens qui sont dans le besoin, parce que je sais pas, leur maison a pris feu, voilà, ou des animaux malades qui ont besoin de chirurgie et les coûts sont super chers. Et donc voilà, donc de tout type on peut lancer des cagnottes de tout type de genre, quoi. Ah oui, c'est ça. Ben, en fait, puis c'est un peu ça, parce que il existe beaucoup de services. Il y a Kickstarter, il y a Patreon, qui est très populaire auprès des balados-diffuseurs, sauf nous, parce qu'on n'a pas ce modèle-là. Est-ce que vous vous distinguez? Est-ce que c'est des concurrents? Comment vous voyez dans ce créneau-là par rapport à ces joueurs-là? Ben, en fait, oui, effectivement, il y a Kickstarter, il y a GoFundMe, pour ne citer que, qui sont énormes, Indiegogo, même La Ruche, ici au Québec, qui s'occupe plus de subventions, de support pour les entreprises, etc. Oui, c'est du lançage d'entreprise, beaucoup du lancement d'entreprise, je pense. Ouais, c'est exactement ça. Et en gros, Kickstarter, par exemple, c'est plutôt pour lancer des projets d'artistes, notamment, et autres. Nous, on se positionne vraiment sur le credo, le secteur du cadeau commun. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ça. C'est vraiment dans la sphère privée. Demain, on veut lancer encore une fois une cagnotte d'anniversaire. On peut le faire sur GoFundMe, mais c'est pas leur image de marque. Ouais. Donc, ouais. Voilà. Donc on est vraiment parti là-dessus. On a brandé là-dessus. On se démarque par rapport à cette idée de OK, ensemble on est plus fort. Lançons des cagnottes pour des occasions cool et pleines d'amour. Les anniversaires en font partie. Je sais que vous avez parlé d'amour un peu avant, donc ça m'a inspiré. C'est important de On est là pour distribuer l'amour. Exactement. Ben oui, une tasse de tech, de l'amour. Vous parlez de faire vous remplacez la petite enveloppe que normalement on se passait parfois pour célébrer l'anniversaire de quelqu'un dans les entreprises. Est-ce que la pandémie fait qu'une application qui est virtuelle, on invite les gens à installer... Est-ce qu'il faut installer une application, un site web pour donner de l'argent à un collègue dont c'est l'anniversaire et lui envoyer un paquet cadeau en respectant les règles de distanciation sociale? Oui, alors non, donc il n'y a pas d'application aujourd'hui. On a juste aller sur le site internet via son téléphone ou sur un ordinateur. C'est ce qu'on appelle un format responsive, donc c'est très bien adapté au téléphone. Donc ça prend, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que ça prend à peu près 30 secondes à lancer une cagnotte en ligne sur Ting. Et oui, alors pour répondre à votre question sur ça remplace effectivement l'enveloppe qu'on se partage, qu'on se passe de main en main, notamment dans des bureaux pour des pots de départ en entreprise, pour une personne qui part à la retraite. Et c'est vraiment un facilitateur, dans le sens où on se sent moins obligé de mettre de l'argent dans cette enveloppe-là parce qu'on est forcé, etc. Là, chacun fait comme il veut. C'est un simple lien, ça prend 2 clics. On met le montant qu'on veut, on peut même cacher son identité, cacher son montant. On n'est pas jugé. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ma question. Est-ce que, comme c'est numérique, dans une enveloppe, on ne sait pas qui a mis le 50 $ et qui a mis le 5 $? Là, il y a moyen d'anonymiser son don pour faire oui, j'ai donné, alors
qu'on n'a pas vraiment donné, ou de donner un gros don et ne pas mentionner que c'est la personne qu'on aimait bien dans l'entreprise et donc on veut la gâter particulièrement. Tout à fait, on peut, ça c'est tout à fait possible et c'est un peu la force aussi de notre plateforme. Et alors par contre, il y a juste l'organisateur qui a lancé cette cagnotte-là qui pourra lui voir toutes les personnes, nom et prénom et le montant. Parce qu'il faut quand même prouver que telle personne a mis tant. Donc il y a juste au moins une personne qui sera au courant des dépôts. Responsable de l'enveloppe, quoi. Ben oui, ça fait. Exactement. Je disais dans l'information qu'on s'est échangé par courriel avant que vous avez l'intention d'élargir votre offre quand même aux entreprises. Est-ce que c'est dans ce contexte-là ou s'il y a vraiment une valeur aussi plus pour les gens qui veulent justement financer un projet d'entreprise ou quelque chose comme ça? Non, alors en fait, les entreprises, c'est plutôt dans le sens du partenariat. Ce qu'on souhaite faire là d'ici la fin de l'année, c'est de créer une offre de partenariat avec des enseignes locales notamment, parce que bon, en plus, on sait tous avec ce temps de pandémie, les commerces locaux bref, ça a été très difficile pour eux. Et l'idée aujourd'hui, c'est que aujourd'hui la plateforme fonctionne de cette manière, c'est-à-dire que les personnes lancent des collectes, récupèrent de l'argent, achètent un cadeau avec. Demain, en créant des partenariats avec, je vais dire n'importe quoi, Simons par exemple, pour une cagnotte de mariage, on peut envisager que le montant, on va dire par exemple la personne a lancé sa cagnotte, il y a eu $1000 de collectés. Ces $1000-là, au lieu de les récupérer en argent comptant, elle va pouvoir les dépenser chez Simons. Et c'est Simons qui va rétrocéder en gros une part du montant dépensé. Donc Ting se positionne comme un rapporteur d'affaires. Il y a une part qui sera redistribuée à Ting derrière. Aujourd'hui, l'utilisateur qui lance une cagnotte de $1000 sur Ting, si elle veut récupérer son argent, la plateforme prend 4%. D'accord, pour financer les coûts de la plateforme, et puis c'est un business model comme un autre. Et on est vraiment c'est ça. Et on est les moins chers du marché. Il y a plein de business models différents. Mais voilà, donc du coup, là, ça permettrait à l'utilisateur qui dépense son argent chez des partenaires locaux de ne payer 0 commission. Et ce sera le partenaire qui rétrocédera une commission. Voilà. Donc ça, c'est une bonne manière aussi d'évoluer et de croître, et surtout de mettre en avant tous les commerçants locaux. C'est assez intéressant. On parle donc de la plateforme Ting qui s'appelle, parce que c'est quand même pertinent de dire, T-I-I-N-G, 2 I dans le nom. On y accède en allant sur le site ting.com à ce moment-là? Alors, c'est ting.ca. .ca, très important. Et Ting, pour ceux qui veulent s'en souvenir, c'est le bruit d'une pièce de monnaie qui tombe. Ting. Ting, ah oui, parce que effectivement, ça fait un tintement, c'est bon à savoir ça. Donc, pour résumer, si je veux financer un projet, je vais sur votre plateforme. Si je veux acheter chez Simons, je vais aller sur votre plateforme à quel moment? Je dis Simons, mais votre partenariat avec les commerçants, ça s'en vient pour quand? Ça s'en va pour la fin de l'année. On va commencer à créer 1, 2, voire 3 partenariats. Puis après, effet boule de neige, on en aura de plus en plus. Et c'est une offre qu'on va grossir. Et puis, je rajouterais aussi qu'on essaie de se développer de plus en plus aux États-Unis. D'ici la fin de l'année, on a pour objectif de rendre disponible Ting pour tous les Américains. On va suivre ça de très près. Par curiosité, pour les Américains, je vois qu'en français, c'est Ting pot commun. En anglais, ce serait quoi? Common pot? Non, Money Pool. Ah, ben oui. Excusez-moi, je fais ça très drôle, Common Pot. Et je me demandais si il y a beaucoup avec les collectes de fonds, il y a eu des cas de fraude, il y a eu des gens qui ont collecté de l'argent pour des gens malades qui finalement se sont mis plein les poches. Quelle espèce d'encadrement ou de rôle vous avez justement pour éviter que l'argent s'envole sans que ça bénéficie à la personne pour qui on a fait la collecte? Tout à fait. Alors, la fraude sur Internet est très importante en règle générale, et ça peut l'être aussi pour des plateformes de sociofinancement et de crowdfunding. Aujourd'hui, nous, on a eu 0 fraude, tout simplement parce qu'en fait, on gère en personne les cagnottes. Manuellement, on vérifie tout. Donc, il y a toujours un humain derrière. Aujourd'hui, les grosses plateformes comme GoFundMe, par exemple, ils automatisent énormément de choses, ce qui est très bien. Nous, on le fait, mais à un certain moment. Quand il s'agit de contrôler les transactions bancaires, etc., là, il y a un humain derrière.
Toujours, toujours, toujours. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est l'aspect vraiment sécuritaire. Et je rajouterais aussi qu'on travaille avec une plateforme qui s'appelle Stripe, stripe.com, qui, eux, gèrent, c'est un processeur de paiement, donc eux gèrent tous les paiements derrière. Et nous, après, on est là pour toute la sécurité. Puis nous, derrière, on est là pour revérifier. Si on a des doutes, c'est déjà arrivé. Là, on approfondit, c'est marqué dans nos CGU. On demande à l'organisateur de la cagnotte qui peut être un peu suspicieuse, son identité, etc., sa page Facebook. Si la personne ne répond pas, on rembourse toutes les personnes. Bref, on a eu 0 cas de fraude aujourd'hui. On est très vigilant là-dessus et c'est ce qui fait l'une de nos forces. C'est tout à fait votre honneur. Absolument. Absolument. Puis ça donne le goût de. Je veux dire, ça donne quasiment le goût de se marier. Je ne vais pas aller dans cette direction-là, mais ça donne. mais même de fêter son anniversaire, on n'est pas obligé. Mais peut-être que ça, oui. On va commencer par l'anniversaire, effectivement. C'est une excellente remarque. Nicolas Goutaudier, donc, qui est cofondateur de Ting, le bruit d'une pièce qui tombe par terre, qui est aussi un site de financement de projets de vie. Merci, Nicolas. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Pascal. À la prochaine. Bonne émission. Merci. Merci. Les petits projets qui sont le fun comme ça, ça fait du bien. C'est du positif. C'est vraiment quelque chose qui aide à générer du bonheur. Ça me semble ça ne peut pas se tromper. Oui, parce que virtuellement, c'est ça, c'est pas facile quand on est en travail à distance d'offrir un petit paquet cadeau à quelqu'un. Il faut comment tu envoies les sous, tu transfères avec Interac. Là, tu dis avec Ting, boum, tout se fait automatiquement et puis c'est facile d'envoyer un lien. Et je vois le site, ça a l'air super simple. Alors, si jamais j'ai des collectes de fonds à faire, je vais penser à Ting. Là, je vais lancer mon anniversaire là-dessus. Ça s'en vient, c'est comme rien. Écoute, avant que tu nous parles de ton projet de l'après-midi, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un passe-temps qui occupe quand même une bonne partie de temps dans une journée. N'oubliez pas qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct en ce moment sur notre page Facebook. Facebook.com/une tasse de tech. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube, qui a à peu près le même nom que l'autre, youtube.com/une tasse de tech. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocket Cast, Rocket Pocket, je ne sais plus exactement, là, et partout où on trouve des bonnes balados. N'hésitez pas, nous sommes là avec le plus récent épisode tous les jeudis et les archives aussi qui sont excellentes en passant. N'hésitez pas. Et si vous avez le goût d'écouter quelque chose pour vous divertir d'une oreille et pour vous occuper de l'autre, vous pouvez utiliser un gadget comme le GoCube, dont Pascal va nous parler à l'instant, qui est comme le cube Rubik des années 2000. C'est quoi exactement? Le cube Rubik des années 2021. Je ne sais pas, tu étais un enfant des années 80, alors tu as vécu la folie des... Tu étais là dans les années 80, devrais-je dire, parce que tu étais un enfant à l'époque. Mais tu te souviens de l'engouement pour le cube Rubik, qui était une obsession. Tout le monde cherchait à faire le cube. Et ce qui est fou, c'est que j'ai jamais réussi à le faire, le cube. Après 40 ans, ça a été lancé dans les années 80. 40 ans après, je n'avais jamais réussi à le faire moi-même. Mais avec le GoCube, j'ai pu le faire. Pourquoi? Parce que c'est un cube connecté, comme on peut le voir sur la petite vidéo. Le cube est synchronisé avec une application. Donc, on peut voir exactement l'aspect de notre cube dans son application et on peut nous guider étape par étape pour le réaliser. C'est comme un cube Rubik avec un code de cheat code là, qui vient intégrer. C'est comme un cheat code, sauf qu'évidemment, c'est simplement une façon de le réassembler. Mais le vrai but du cube, c'est d'apprendre à le faire soi-même avec les algorithmes. C'est une série de formules qui permettent de placer la face en croix au départ, ensuite les coins, ensuite la deuxième couronne, ensuite le dos du cube, le bas du cube. Et l'application nous tient par la main tout le long, nous indique étape par étape qu'est-ce qu'on fait de pas correct, nous corrige et ça permet d'apprendre enfin comment réaliser le cube. Et quand je l'ai fait, c'est assez magique parce qu'au départ, on a le cube, on est presque rendu à la fin, on a 2 couronnes de faites, on a quelques deux, trois carrés qui sont à la bonne place en bas, mais là, il faut finaliser. Et là, on fait tourne à gauche, tourne à droite, tourne devant, tourne dessus 2 fois. Puis, le cube dans ma main était complété. J'ai presque pleuré. Donc, non seulement c'est très beau de bouger son cube et de voir la représentation de son cube bouger dans son téléphone, on peut aussi par la suite se chronométrer pour voir nos progrès. Donc, on peut faire de la compétition, on peut se mesurer à des compétitions professionnelles. Ça, je trouve ça très amusant. On nous indique comment placer le cube au bon point de départ, parce que dans les compétitions, on met tous les cubes dans la même configuration de départ.
Et là, on se mesure au champion du cube Rubik pour voir à quelle vitesse on peut le réaliser. J'ai été très surpris, ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu à resynchroniser le cube à quelques reprises. Il y a des gyroscopes à l'intérieur. J'ai eu à le resynchroniser. C'est pas compliqué, mais c'est quand même embêtant. Des fois, ça va bien. On est en train de Puis tu perds manipuler le cube. le contact. Ouais, ça, Et j'avoue. tout à coup, Ouais. la synchronisation semble se perdre. Donc, on doit tenir le cube face vers le haut, alors que sur l'écran, il a la face vers le bas. C'est peut-être une mise à jour, parce qu'on peut mettre le cube à jour éventuellement. La recharge, c'est super simple. On pose le cube dans sa base. Il y a une jolie base qui permet de le garder sur son coin de bureau et ça permet de le recharger avec un port USB. Donc, il n'y a pas à se casser la tête. La recharge dure plusieurs heures. Ça dépend, on peut le rendre lumineux si on le désire. Donc, ça ajoute au plaisir de manipuler son cube. Et je trouvais que le cube était très lisse. Je ne sais pas si ça répond à des critères professionnels, mais pour aller vite, il faut évidemment que le cube soit très, très réactif. Ouais. Et ça Les ne cubes coince Rubik, pas. des fois, il y a des frictions. Hein, les blocs, ils se délogent un petit peu, puis là, ça bloque. Puis ça peut effectivement fâcher les C'est gens qui ça. sont pressés. Ouais. Et donc, j'aurais aimé vous le Effectivement. compléter devant vous, ce qui est extrêmement spectaculaire, mais je ne suis pas très habile. Ben, écoute, je te donne 4 minutes, je fais mon essai, puis pendant ce temps-là, si à la fin tu l'as réussi, tu gagnes un prix. Ah, c'est simple. Écoute, j'ai juste à le synchroniser avec. Ah, ça va être facile, tu vas voir, Alain. Bon, pendant ce temps-là, je vais vous parler d'un autre gadget très portable. Il s'agit je vais vous montrer dans le bon sens pour ceux qui sont en version vidéo. AirTags, qu'Apple a présenté il y a 10 jours, qui sont maintenant en vente. Il s'agit de petits capteurs. En fait, en anglais, ils appellent ça un tracker. Je cherchais le mot en français, il n'existe pas vraiment. Parce que pisteur, ou en tout cas, c'est comme un accessoire de repérage, pour le dire comme ça, qui utilise les protocoles Bluetooth et Ultra Wideband, qui c'est un protocole de proximité, là, pour qu'on puisse le repérer et savoir où il se trouve à proximité à partir d'un iPhone. Ça prend la version 14.5 du logiciel d'iPhone, donc ça prend un iPhone 11, je pense, et plus. En tout cas, il y a comme une certaine limite sur la compatibilité de l'appareil, là, et d'ailleurs, c'est un défaut. Mais on peut retrouver très facilement et très exactement, c'est ce qu'on attache sur notre AirTag, en fait. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est de dire je vais arrêter d'égarer mes clés, je vais arrêter d'égarer mon sac à dos, peu importe, et on installe ça, on la pose, dans le fond, sur son porte-clés ou peu importe, et on peut retrouver l'accessoire en question. La portion Bluetooth fonctionne comme sur d'autres appareils du genre. La plus connue, c'est le service Tile, qui offre à peu près la même chose. La portion Ultra Wideband est par contre extrêmement précise et plus sophistiquée que ce qui se fait dans d'autres créneaux. Ce qui est le fun, c'est que ça permet de voir avec un gros rond, avec une flèche sur l'écran de son téléphone, où on s'en va et où se trouve l'appareil très précisément. Si on est entre deux pièces, des fois, ça va nous obliger à passer à travers le mur, ce qui est physiquement impossible. Donc, il faut quand même être un peu... faut se servir un peu de sa tête quand même. Mais sinon, la portion repérage est extrêmement efficace. Bon, évidemment, il y a d'autres produits dans ce genre-là, je l'ai dit tantôt. Les AirTags, comme évidemment, on le soupçonne pour Apple, c'est un produit qui est un petit peu plus élégant que ce qui se fait sinon dans le marché. Les autres appareils du genre, c'est du plastique d'une seule couleur. Dans ce cas-ci, on a un petit côté finion inox, un petit côté blanc. On peut faire une gravure gratuitement quand on les achète sur le site web d'Apple. Donc, quelque chose de le fun pour les personnaliser. Si jamais on égare, on perd ses clés, on oublie ses clés. Ça m'est arrivé d'ailleurs l'autre jour, j'avais mon sac sur mon vélo. Il est tombé de mon vélo, puis je suis parti. Et il est resté au parc, puis le parc était loin. Et là, j'ai eu un gros stress parce qu'il y avait des choses à moi, là, il y a des clés là-dedans, entre autres choses. Si on les garde, notre AirTag, loin comme ça, on peut le signaler sur les serveurs d'Apple. C'est très anonyme et confidentiel. Et comme ça, si quelqu'un le retrouve et veut faire une bonne action, peut, à partir du AirTag, vous envoyer un signalement de « Hey, il se trouve ici, tu peux venir le récupérer ». Donc, il y a une fonction là qui permet d'aller un petit peu plus loin que juste dire « J'ai mes clés dans la maison » ou « Ma télécommande, où est-ce que ça se trouve ». Ça dure... L'autonomie de ça, parce que c'est un appareil électronique, l'autonomie est d'environ 1 an sur une petite batterie comme une batterie de montre. Et ce qui est intéressant, et c'est rare dans le cas d'Apple, je suis un peu surpris, c'est qu'on peut l'enlever puis changer la pile nous-mêmes. Donc, il n'y a pas possibilité. C'est pas, il est plus bon, on le jette, on achète un autre. La plupart des appareils de ce genre-là sont comme ça de toute façon. Ce n'est pas un différenciateur, mais c'est une bonne nouvelle. L'appareil a en anglais, c'est un actuator. Il y a un petit bidule qui n'est pas un haut-parleur, mais qui utilise la surface métallisée pour mettre un son quand on veut le rechercher, on peut le faire teinter. Donc, ça permet d'y aller aussi à l'oreille. Est-ce que le son est... Pardon? Est-ce que le son est assez audible? Est-ce que ça Oui, on l'entend. On peut l'entendre d'une pièce à l'autre, ce n'est pas un problème. Le bémol, c'est qu'on ne peut pas faire l'inverse. Souvent, les autres appareils ont un petit bouton, clic-clic, puis ça fait sonner son téléphone.
Pas de possibilité de le faire avec ça. C'est la première génération du produit chez Apple. On imagine facilement que dans la prochaine version, présentée peut-être cet automne ou l'année prochaine, il y aura cette fonction-là, qui est le plus gros, qui est la plus grosse lacune, en fait, de ces bidules-là. Bon, les gens vont vous dire, évidemment, c'est un produit Apple qui fonctionne qu'avec les autres produits Apple, donc ça vous enferme qu'au système d'Apple, ça peut être un défaut si vous aimeriez, si vous souhaitez pouvoir le repérer avec un appareil Android, c'est impossible. Semble-t-il, par contre, qu'on peut jumeler par Bluetooth quelque chose. J'ai vu on peut lire avec le code par NFC. On peut approcher un AirTag perdu avec un téléphone Android et lire un message qui dit appelez-moi à tel numéro de téléphone, par exemple. Exact. Donc, c'est la fonction peut-être la plus, en tout cas, le plus proche qu'on ait de fonctionner avec un téléphone Android, c'est une autre personne, effectivement, le retrace. L'inox, ça s'égratigne. Donc, ça, sur un porte-clés, ça va être plein de graphing dans 2 semaines. Ça sera pas. Il faut peut-être avoir un certain. Et même le plastique blanc, j'ai l'impression aussi. Il faut avoir une certaine tolérance par rapport à ça. Un AirTag, ça se tient dans la main, coûte 40 $. On peut en acheter 4 pour 130 $. C'est pas donné. Je regardais les prix des produits concurrents. C'est à peu près toute la même chose. C'est entre 30 et 40 $. De temps en temps, il va y avoir un tel en rabais à 28, à 25 $ sur Amazon, des trucs comme ça. On ne s'en sort pas. C'est vraiment, à mon avis, je ne vois pas l'intérêt de payer aussi cher pour un bidule comme ça. Quand j'étais petit, il y avait un truc qu'on pouvait mettre sur son porte-clés, on sifflait, puis il répondait en sifflant, et ça coûtait 10 $. Et c'était magique. Et il n'y avait pas d'appareil électronique entre les deux. Et ça a disparu. Puis là, on est de retour avec des bidules comme ça qui nous forcent à utiliser notre téléphone. Je trouve que c'est un peu surfait, mais il y a apparemment un marché pour ça. Et il y a maintenant la version Apple de ce produit-là, qui est le AirTags, qui répond à un besoin si vous avez ce besoin-là. Allez pas vous inventer un besoin juste pour l'avoir comme porte-clés parce que c'est cher. Puis honnêtement, vous allez vous en servir une fois dans l'année. Mais si vous êtes du genre, tu vois, la fois où j'ai oublié mon sac, puis ça fait 2 semaines en plus, au parc, là, j'aurais probablement été rassuré d'avoir un bidule comme ça, mais c'est la fois où j'en aurais eu besoin. Oui. Le gros avantage, je trouve, c'est que tous les utilisateurs Apple peuvent aider à retrouver le AirTag. Ils risquent de s'en vendre plus que de tags Samsung. Ouais. Le gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de petits trous pour... Exact. Il faut acheter un accessoire. Effectivement, tu me le rappelles, il faut acheter le bidule 40 $, puis il faut payer comme ça, c'est quand même assez cher, c'est une vingtaine de dollars, je pense, pour avoir soit le porte-clés ou l'espèce de languette pour accrocher sur un sac. Celle-là, je pense qu'elle est 40. La languette en cuir, je pense qu'elle est 40 $ juste pour la languette. Évidemment, les fabricants chinois vont vous en vendre à 5 $ sur Amazon dans 2 semaines. Là, c'est pas... Mais effectivement, c'est une dépense de plus qui aurait pu être... On aurait pu mettre ici là, une petite encoche pour rentrer une petite bague, ça aurait été réglé, mais... Encore une fois, AirTags 2.0. Oui. Ma théorie, c'est ça. Beau produit élégant, un petit peu cher. C'est typique de produits Apple, on s'entend. Et comme souvent les nouveaux produits de ce genre, probablement que la 2e génération sera celle qu'il faudra vraiment considérer si vous cherchez ce genre de choses-là. Mais si vous êtes pressé, ça livre. Les promesses de ce produit-là sont bien livrées par ce que ça fait dans la vraie vie. Donc, voilà. Python Cube. Hey! Je te dis, c'est magique. J'ai failli montrer les dernières étapes. Le club a de l'air de n'importe quoi et tout à coup, par magie, en suivant l'algorithme. Évidemment, je l'ai fait d'une oreille distraite. Ça m'a pris quelques secondes. J'ai eu à le calibrer au départ. Ça faisait un petit peu de temps que je ne l'avais pas utilisé. C'est une centaine de dollars. Hein. C'est plus cher qu'un cube régulier. Il y a un modèle qui est officiel, fabriqué par GoCube, qui coûte 63 Canadiens, qui est peut-être plus accessible pour ceux qui sont plus nostalgiques. Et une autre petite chose qui m'embête, c'est que ce n'est pas les couleurs officielles du cube Rubik. C'est idiot, là, mais je me souviens du rouge plus vif que ça. Je me souviens du bleu plus mordant. Donc, c'est une des couleurs un peu approximatives par rapport aux couleurs du cube Rubik. Mais la version officielle, elle, est plus proche et moins chère sur le cube, sur le site de GoCube. Pour ceux qui sont nostalgiques du cube Rubik, qui veulent apprendre à le faire, un peu de coaching chaque jour et on devient un champion. On peut le faire en moins d'1 minute facilement, peu importe sa configuration de départ. Voilà. Merci Pascal. C'est tout pour nous cette semaine. La semaine prochaine, on va recevoir, et peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser aussi, les gens qui ont fondé, qui ont créé une nouvelle application web qui s'appelle Crewdle, C-R-E-W-D-L-E, c'est compliqué à prononcer. C'est une plateforme montréalaise qui veut rivaliser avec Zoom, qu'on utilise en ce moment pour notre version vidéo, ou avec Microsoft Teams. Ils ont des particularités assez intéressantes, notamment sur un service poste à poste, P2P, là, pair à pair, dites-le comme vous voulez, qui n'utilise pas de serveur entre les deux. Donc, ça permet de sécuriser de bout en bout la communication
Ça évite aussi la consommation excessive d'énergie par ces serveurs-là. Ils ont des statistiques là-dessus. On en parlera la semaine prochaine. C'est fascinant comment ça tire du jus. Et évidemment, ils veulent créer un service qui s'adresse aux plus petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer pour l'environnement Zoom au complet, qui peut finir par coûter cher quand même. Donc, à suivre, on va voir ça la semaine prochaine. Et peut-être qu'on aura même l'occasion d'utiliser leur plateforme pour diffuser et tu pourras brancher ta webcam là-dessus, mon cher ami. Je pense que tu as une webcam au programme la semaine prochaine. Oui, j'ai bien hâte. Une espèce de webcam 360. La mise à jour vient d'arriver. Je suis content. Je pensais en parler aujourd'hui, mais on annonçait une mise à jour. On m'a dit, attends un peu, une mise à jour s'en vient. Donc, je vais pouvoir vous parler de la mise à jour aussi. C'était assez rigolo pour retrouver le plaisir de faire des présentations de groupe avec une webcam différente. Disons-le comme ça. On va savoir la semaine prochaine. On et tease, entendre on tease. encore une fois, n'hésitez pas à venir voir nos archives entre-temps. Sinon, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, une bonne semaine au complet et on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut Pascal. Salut Alain, amuse-toi bien. Salut tout le monde.